Un grand maître d'échecs de l'élite demanda à la fille d'une femme de ménage de jouer une partie, dans l'unique but de se moquer d'elle. Mais en quelques minutes, son génie inattendu stupéfia toute la salle. Il pensait assister à une plaisanterie. Un grand maître, fierté du prestigieux cercle d'échecs Saint-Honoré, se tourna vers la fille d'une employée de service, tapie dans l'ombre et dit « Approche, petite, sais-tu seulement jouer ?» L'assemblée éclata de rire. Cela devait être un divertissement, une leçon de supériorité enveloppée d'arrogance polie. Mais ce qui se déroula ce soir-là réduisit 50 hommes fortunés au silence et fit trembler le grand maître lui-même. Ce n'était pas qu'une partie d'échecs, c'était une confrontation entre le pouvoir et l'humilité, l'orgueil et le génie silencieux. Ce qui avait commencé comme une tentative cruelle d'humilier une enfant devint l'un des duels les plus inoubliables jamais disputés sur 64 cases. Voici l'histoire d'une fillette que personne n'était censé remarquer et qui réécrivit toutes les règles. Avant de plonger dans le récit, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Nous aimons voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode spécial de demain. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La petite fille assise dans le coin était un secret à découvert. Sa mère était payée pour être invisible, pour effacer en silence les traces laissées par les riches. Mais ce soir, sa fille allait provoquer un désordre que nul ne pourrait jamais nettoyer. Le cercle d'échecs Saint-Honoré n'était pas un lieu pour les enfants. C'était un sanctuaire de vieille fortune et de traditions encore plus anciennes. Un endroit où les murmures pesaient aussi lourd que les rideaux de velours encadrant les hautes fenêtres cintrées. L'air lui-même semblait coûteux, saturé du parfum du cuir vieilli des fauteuils, de la fumée bleutée des cigares et du doux arôme de cognac. Les lustres de cristal, alourdis d'un siècle de lumière, répandirent leur éclat sur les dalles de marbre poli. Les seuls sons perceptibles étaient le léger cliquetis de l'ivoire sur le bois, le tourbillon feutré du vin dans les verres et le murmure assuré des hommes évoquant fortunes acquises et stratégies à venir. Suzanne Lefebvre évoluait dans ce monde comme un fantôme. Depuis 5 ans, elle astiquait les tables ouvragées, vidait les lourds cendriers de cristal et remettait en place les cordons de velours. Sa présence n'était reconnue que lorsqu'on avait besoin d'elle. Elle faisait partie du décor, silencieuse et efficace. Son travail suivait un rythme régulier, une danse familière de servitude qui payait le loyer et entretenait un petit appartement propre pour elle et sa fille. Ce soir pourtant, ce rythme s'était déréglé. Sa fille, Claire, 10 ans, l'accompagnait. Une fièvre soudaine avait fermé l'école le matin même, et Suzanne ne pouvait pas se permettre de manquer une soirée, surtout celle de l'exposition annuelle. Claire était installée à l'écart, dans une alcôve près de la grande cheminée. Un recoin que sa mère espérait assez sombre pour la garder invisible. Ses cheveux blonds pâles captaient la lueur du feu, et un gros livre usé ouvert sur ses genoux, elle ressemblait à une poupée oubliée. Le livre n'était pas un conte pour enfants, un volume relié de cuir, au titre doré à demi effacé. Principe de la stratégie, écrit par un général dont le nom s'était perdu avec le temps. Suzanne observait sa fille depuis l'autre côté de la salle, le cœur serré d'un amour mêlé d'inquiétude. Claire était une enfant calme, observatrice, bien plus réfléchie que son âge ne le laissait croire. Elle avait les yeux de son arrière-grand-père, un bleu tranquille et pénétrant qui semblait tout voir. Suzanne avait souvent le sentiment que sa fille comprenait le monde d'une manière qu'elle-même ne comprendrait jamais. Elle priait seulement pour que ce monde, cet univers opulent et jugeant du cercle Saint-Honoré, ne la remarque pas assez longtemps pour la blesser. Mais ce soir-là, le club vibrait d'une énergie différente. C'était la soirée de charité annuelle. Et leur invité vedette, le grand maître Julien Morel,
tenait court. Morel était un homme taillé dans l'arrogance, grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui valait sans doute plus que la voiture de Suzanne. Il se mouvait avec une élégance calculée, son sourire affûté comme une arme. Brillant joueur d'échecs, véritable grand maître, il ne laissait jamais personne l'oublier. L'esprit amateur ne voit que le prochain coup, expliquait-il à un auditoire captivé, sa voix résonnant dans la salle. Mais le maître perçoit toute la symphonie. Il entend la musique des pièces bien avant que la première note ne soit jouée. Il souleva une reine blanche, la tenant à la lumière. Les échecs sont affaires d'intellect, mais surtout d'ascendance. C'est une qualité d'esprit que l'on possède à la naissance ou pas. Son regard balaya la salle, tel un roi inspectant sa cour. Les membres, hommes d'affaires, banquiers, notables dans la soixantaine, acquiesçaient gravement. Ils se reconnaissaient dans ses paroles, persuadés que leur réussite, leur seule présence ici, prouvait leur supériorité naturelle. Pour eux, les échecs n'étaient pas un jeu, mais la confirmation de leur propre génie. Ils ne considéraient pas les échecs comme un simple jeu, mais comme la confirmation de leur propre éclat inné. Ils se vantaient des jeux rares qu'ils possédaient, des joueurs célèbres qu'ils avaient jadis serré la main, et des professeurs onéreux qu'ils faisaient venir pour leurs petits-enfants, qui, pour la plupart, détestaient la discipline. Suzanne poursuivit son travail, mouvements petits et discrets. Elle entendit un membre en dire à un autre « Faites attention à ce jeu, Aubert. C'est un Stunton du 19e siècle. Une seule pièce vaut une fortune. » Monsieur Aubert, un homme au visage bienveillant et aux lunettes perchées sur le nez, se contenta d'acquiescer, les yeux rivés sur la partie plutôt que sur l'étiquette de prix. Suzanne se rappela comment elle avait appris à Claire sur un jeu en plastique bon marché trouvé dans une friperie. Pièces légères et creuses, plateau en carton, qui s'effilochaient au coin. Son grand-père, le général Marc-André Lefebvre, lui avait enseigné le jeu sur un vieux jeu en bois sculpté qui sentait la pipe et les vieux combats. L'échiquier est un champ de bataille, Suzy, aimait-il dire. Il se fiche que tes soldats soient en or ou en bois, ils ne regardent que la manière dont tu les conduis. Ce lieu, tout entier tourné vers la valeur et le statut, lui apparaissait comme une trahison de se souvenir. Il avait transformé ce beau jeu en un simple prétexte pour que les riches se sentent supérieurs. Un commentaire acerbe et cruel, venu d'une femme près du bar, parvint aux oreilles de Suzanne. Franchement, je ne pense pas que le personnel devrait même toucher aux pièces. Ils sont si maladroits. Ils ne comprennent tout simplement pas leur valeur. Les mains de Suzanne serrèrent le chiffon de nettoyage. Elle se mordit la lèvre et continua de polir, se rendant plus petite, plus invisible. Mais son regard se posa sur Claire, la tête toujours penchée sur son livre, apparemment absorbée. Une flamme de protectrice déchira alors son cœur. Elle devait protéger sa fille de ses regards. L'événement principal de la soirée allait commencer. Julien Morel se tenait devant le grand tableau de démonstration au centre de la pièce. Une belle table ouvragée portait un jeu somptueux, pièces sculptées en palissandre et ivoire poli. La foule s'agglutina, les visages animés d'anticipation. Les exhibitions de Morel étaient légendaires. Il ne se contentait pas de jouer, il performait, et ses leçons favorisaient toujours un peu d'humiliation publique, savamment déguisée en démonstration pédagogique. « Mesdames et messieurs, » annonça Morel en ouvrant les bras. « Ce soir, je souhaite démontrer une vérité fondamentale de notre noble jeu. L'abîme infranchissable entre le talent naturel et, le simple enthousiasme. » La salle gloussa, déjà réjouie par le spectacle à venir. Il savait à comment cela allait se passer. Morel choisirait un amateur parmi le personnel ou un membre junior et le démontrait pas à pas, tout en commentant chacune de ses erreurs. C'était cruel, mais infiniment divertissant pour eux.
Suzanne tenta de se fondre dans l'ombre, espérant qu'il n'appellerait pas le nouveau garçon de salle ou l'un des jeunes serveurs. Mais les yeux de Morel ne balayaient pas seulement le personnel. Ils scrutaient toute la salle, la recherche théâtrale du parfait objet pour sa leçon. Puis son regard s'arrêta sur l'alcôve près de la cheminée. Ses yeux se plissèrent et un sourire lent, cruel, se dessina sur son visage. Le sourire d'un prédateur qui vient d'apercevoir un faon blessé. « Ah, dit-il d'une voix mielleuse, que nous avons-nous ici ?» Tous les regards se tournèrent, le regard collectif de 50 hommes riches et puissants s'abattit sur la petite fille de 10 ans qui lisait. Claire leva la tête, expression calme, yeux bleus clignant sous l'éclat soudain de la tension. Le cœur de Suzanne se figea, un frisson de peur la traversa. « Non, pria-t-elle, pitié, pas elle. »« Toi là-bas, » appela Morel, pointant d'un doigt long et manucuré directement vers Claire. La petite, « Oui, toi. La fille de la domestique. Comment t'appelles-tu, enfant ?» Le silence dans la salle fut absolu. Suzanne eut l'impression d'être frappée physiquement. On ne regardait plus une employée anonyme. On regardait une mère dont l'enfant allait devenir un jouet. Elle s'appelle Claire. « Monsieur », dit Suzanne d'une voix à peine audible, avançant pour protéger sa fille de son corps. « Je suis désolée. Elle était juste assise tranquillement. Nous allons nous en aller. » Morel agita la main avec dédain, sans quitter Claire des yeux. « Non-sens, elle n'est pas du tout dans le chemin. En fait, elle est parfaite. » Il se tourna vers son public. « Mesdames et messieurs, quelle meilleure manière d'illustrer le concept d'aptitude innée que cette pure innocence intacte. » Il regarda de nouveau Claire, son sourire s'élargissant. « Dis-moi, Claire, sais-tu jouer aux échecs ?» La question était un piège et tout le monde le savait. Si elle répondait non, il se moquerait de son ignorance. Si elle répondait oui, il la détruirait sur l'échiquier. Claire ne regarda pas Morel, mais sa mère. Elle vit la peur dans les yeux de Suzanne, puis observa la foule, leur visage avide et plein d'attente. Enfin, elle fixa le grand maître. « Je connais les règles, monsieur, » répondit-elle d'une voix douce mais claire. Un murmure amusé parcourut la salle. L'absurdité de la scène plaisait au public. Morel applaudit dans une joie feinte. « Parfait. Tu seras donc ma partenaire pour la leçon de ce soir. Qu'en dites-vous, mesdames et messieurs? Offrons à la petite une chance de jouer contre un grand maître, une véritable leçon de vie. » La salle éclata de rire et d'applaudissements. « 5 minutes, pas plus, » glissa quelqu'un. « La pauvre, il va la faire pleurer. »« Je vous en prie, monsieur, » supplia Suzanne en s'avançant. « C'est une enfant, elle ne voulait pas déranger. » Aucune interruption, coupa Morel d'un ton théâtral, savourant la scène. Considérez cela comme une contribution à la soirée caritative. Nous montrerons la belle et brutale hiérarchie de l'esprit. Il désigna la chaise vide face à lui. « Allons, Claire, n'aie pas peur, je promets d'être doux. » Ses yeux brillaient d'une malice contenue. « Nous ne voudrions pas te priver de tes études trop longtemps. » De nouveaux rires fusèrent, l'insulte était claire. Suzanne sentit son cœur se briser. Elle voulut saisir la main de sa fille et fuir la salle, le travail, tout. Mais le regard de Claire avait changé. La peur avait disparu, remplacée par un calme profond et assuré. Le même regard que portait son arrière-grand-père sur ses vieilles photos, celui d'un soldat avant une bataille qu'il sait ne pas pouvoir perdre. Claire referma doucement son livre usé, le posa sur la chaise et avança vers le centre de la pièce. Minuscule dans sa robe simple, elle tranchait avec l'opulence environnante. « Très bien, monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, « si vous insistez. » La salle devint silencieuse lorsqu'elle grimpa sur le grand fauteuil de cuir, si haut que ses pieds pendaient dans le vide. Les pièces d'échecs, lourdes et glacées, paraissaient immenses,
Étrangère, rien à voir avec le petit jeu en plastique de la maison. Pourtant, en observant les 64 cases, un calme la submergea. Le plateau était le même, les règles aussi, la bataille identique. Et les batailles, elle les comprenait mieux que quiconque. Julien Morel s'installa face à elle, le sourire suffisant aux lèvres. Se penchant vers le public, il déclara d'une voix forte « Commençons par une leçon de base. L'ouverture, ma chère Claire, est la première phase du jeu. Sais-tu ce que c'est? » « C'est la manière de commencer, » répondit-elle simplement, les mains posées sur ses genoux. « Précisément, très bien, » s'exclama Morel, comme s'il félicitait un chiot docile. « Voyons maintenant comment pense un maître lors de l'ouverture, comparé à quelqu'un de plus instinctif. » Il fit un geste théâtral vers le plateau. Les principes des échecs se développent au fil d'une vie d'études. Conscience positionnelle, vision tactique, prophylaxie, ce ne sont pas des notions qu'on absorbe par magie. Le public hocha la tête, fasciné. Plusieurs membres sortirent leur téléphone pour immortaliser ce qu'ils croyaient être une leçon éclatante. « Dame d'abord », annonça Morel en désignant les pièces blanches. Il s'appuya dans son siège, bras croisés, sûr de sa supériorité. Claire tendit une main sûre, posa les doigts sur le pion devant son roi, marqua une brève pause, ses yeux bleus scrutant le plateau. Et dans son esprit, un autre échiquier apparut, celui, usé, posé sur la table de travail de son arrière-grand-père. Elle crut sentir l'odeur du tabac et entendre sa voix grave. « Contrôle le centre, Claire. Le centre, c'est la colline qu'il faut conquérir pour gagner la guerre. » Elle avança le pion de 2 cases, E4, un classique. Morel laissa échapper un petit rire. « Ah, le pion du roi, le premier coup que tout débutant apprend. Prévisible, mais acceptable. » Puis, mimant son mouvement avec E5, il ajouta d'un ton professoral. « L'esprit amateur revient toujours au familier. Aucune subtilité, aucun plan profond, une pensée simple et linéaire. » Claire l'ignora complètement. Son monde s'était réduit aux 64 cases devant elle. Elle développa son cavalier en F3, attaquant le pion de Morel. Un coup standard, solide, le genre de mouvement que ferait n'importe qui ayant lu un simple manuel d'échecs. C'était exactement ce que Morel et tout le monde attendaient. « Encore un coup de manuel », commenta-t-il d'un ton professoral, en répondant par son propre cavalier en C6. Elle suit un script. Voilà toute la différence entre la mémorisation et la compréhension. Elle rejoue des coups qu'elle a vus, mais comprend-elle pourquoi elle les joue? C'est-elle quelle danse stratégique vient de commencer? Il se pencha légèrement. La voix basse et théâtrale, « Je ne crois pas. » La partie continua. Claire déplaça son fou en B5, la Ruy Lopez, une ouverture espagnole parmi les plus anciennes et respectées, mais que l'on enseigne aussi aux enfants dès leur première leçon. Morel éclata d'un petit rire sec. « Tiens donc, la partie espagnole, quelle candeur charmante !» Puis, en caressant son menton, il ajouta « Bien sûr, connaître les 3 premiers coups d'une ouverture et en comprendre les implications stratégiques profondes sont 2 univers de pensée bien différents. » Mais, au fil des coups, le doute s'insinua. Après le 5e, puis le 6e mouvement, un léger malaise commença à picoter l'arrière de son esprit. Les coups de Claire, bien que simples et livresques, étaient d'une précision irréprochable. Pas seulement jouables, mais justes, cohérents, harmonieux. Aucune hésitation, aucun signe d'incertitude. Sa structure de pion était parfaite. Ses pièces se développaient avec une fluidité tranquille, comme si une logique supérieure les guidait. Il attendait la faute, le petit faux pas tactique qu'il pourrait utiliser pour une leçon publique. Elle ne vint pas. C'est la chance du débutant, pensa-t-il. Les premiers coups de la Ruy Lopez sont intuitifs.
La vraie partie n'a pas encore commencé. Il leva les yeux vers elle et murmura à M. Aubert, debout à proximité. « Regardez sa posture. Ses épaules sont tendues. Elle est dépassée, totalement hors de sa profondeur. Elle ignore la tempête qui va s'abattre sur elle. » Mais Aubert, joueur chevronné, ne regardait pas l'enfant. Il regardait le plateau. Et ce qu'il y vit n'était pas de la tension, mais une immobilité presque inquiétante. La concentration de la fillette était absolue. Le même calme profond qu'il avait observé dans les portraits des anciens maîtres, absorbés par l'infini du jeu. Son silence n'était pas celui de la peur, mais celui d'une discipline farouchement maîtrisée. Vers le 15e coup, la partie entra dans la complexité du milieu de jeu. Les commentaires condescendants de Julien Morel s'étaient tus. Son ton avait glissé de l'arrogance amusée à une concentration perplexe. Chaque coup de Claire n'était pas seulement correct, il était fondé sur des principes profonds. Elle ne se contentait pas de répondre à ses menaces. Elle tissait sa propre toile positionnelle, subtile et silencieuse. Elle joua un petit coup de pion en H3. Modeste, défensif en apparence, mais Morel vit qu'il empêchait son cavalier d'accéder à une case clé tout en préparant une échappatoire pour le roi plus tard. Un coup d'une compréhension prophylactique rare. « Intéressant », murmura-t-il pour lui-même en se penchant sur le plateau, le front plissé. Elle évite les erreurs tactiques évidentes. Sa mémoire est forte. Mais la salle, elle aussi, avait changé d'atmosphère. Les rires s'étaient éteints. L'ambiance légère et mondaine s'était muée en un silence dense, celui d'un véritable duel. Plusieurs membres s'avancèrent, captivés, les yeux rivés sur le grand échiquier mural. Ils étaient revenus pour assister à une exécution publique. Ils assistaient à une bataille authentique. Calmement, Claire roqua son roi du côté sûr. Le coup, parfaitement calculé, mit sa tour en contrôle d'une colonne ouverte. Pour la première fois, Morel ressentit un frisson d'inquiétude réelle. Son propre roi, encore au centre, lui sembla soudain terriblement vulnérable. La position qu'il croyait dominante paraissait maintenant truffée de pièges invisibles. « C'est un coup très fort », admit-il, la voix tendue, avant de tenter de se ressaisir. Bien sûr, même un novice peut parfois tomber sur un bon plan. La chance, après tout, joue son rôle. Mais il savait que ce n'était pas la chance. Pas après 15 coups d'une précision aussi déconcertante. Elle ne suivait pas un script. Elle écrivait une histoire, coup après coup. Et lui, pour la première fois depuis des années, avait l'impression d'en perdre le fil. Julien Morel, grand maître, n'était plus en contrôle. Ce plateau, son public, son terrain de spectacle, tout lui échappait. Il se retrouva à calculer des variantes, avec un sérieux qu'il n'avait pas ressenti depuis les qualifications du championnat du monde. Ce qui devait être une démonstration de 5 minutes s'était transformé en combat. Puis Claire joua son prochain coup, le plus silencieux, le plus subtil de tous. Elle fit glisser son cavalier de la dame de D2 à F1. Un cavalier sur le bord est un cavalier mort, dit le vieil adage. C'était un mouvement qui paraissait passif, presque laid, un coup de débutante. Morel eut presque un sourire de soulagement. Enfin, pensa-t-il, une erreur. Elle recule sans raison. Il s'apprêtait déjà à entamer une tirade triomphante sur l'importance des pièces actives lorsqu'il s'arrêta net. Il observa de nouveau le plateau, retraça les lignes de force. Le cavalier en F1 ne reculait pas, il se repositionnait. Depuis cette case, il pouvait bondir en G3, où il défendrait le roi tout en préparant une attaque foudroyante sur le monarque adverse, déjà exposé. Claire ne réfléchissait pas à 1 ou 2 coups d'avance. Elle avait perçu l'ombre d'une menace que lui-même n'avait pas encore envisagée et la neutralisait avec une élégance glaciale, avant même qu'elle n'existe.
Un frisson de glace lui parcourut la nuque. Il leva les yeux vers la fillette de 10 ans. Elle restait immobile, ses pieds suspendus dans le vide, le visage paisible. Elle ne le regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur l'échiquier, sur le monde qu'elle venait de créer. Un monde qu'il commençait à peine à comprendre, infiniment plus vaste et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Autour d'eux, la salle devenait nerveuse. Les pauses s'allongeaient, les chuchotements revenaient. « Mais que se passe-t-il » murmura une femme à son mari. « Il aurait des difficultés, tu crois ?» Morel entendit la remarque. Ses joues s'empourprèrent. Sa réputation, tout son être, reposait sur l'image d'une supériorité sans effort. Et maintenant, cette image se désagrégeait, pièce par pièce, sous les doigts silencieux d'une enfant en robe délavée. Il croisa les yeux bleus et calmes de Claire, et n'y vit pas l'ignorance d'une enfant, mais la sagesse d'une âme ancienne. Il ne jouait plus contre la fille d'une domestique. Il affrontait une adversaire, forte, redoutable, implacable. Son esprit, d'ordinaire tranchant comme une lame d'acier, se couvrit d'un brouillard de doute et de panique. Le cavalier en F1 était comme une accusation muette, un coup d'une géniale sobriété qui ridiculisait sa propre arrogance agressive. C'était un mouvement qui ne criait pas, il murmurait. Et ce murmure promettait sa chute. Il devait trouver une faille, rétablir le contrôle. Il était le grand maître. Elle n'était qu'une enfant. L'ordre naturel du monde dépendait de sa victoire. Il scruta le plateau, ses yeux bondissant d'une pièce à l'autre à la recherche d'une faiblesse, d'une fissure dans cette forteresse parfaite. Mais il n'y en avait aucune. Chaque pièce défendait l'autre, toutes liées dans une harmonie mortelle et silencieuse. Il avait l'impression de frapper l'eau à poing nu. Aucune résistance, mais aucune ouverture non plus. Alors, une pensée venimeuse s'insinua dans son esprit. Elle triche. C'était la seule explication possible, n'est-ce pas? Il balaya la salle du regard, cherchant un indice, une oreillette cachée, un complice lui soufflant les coups. Mais non. La fillette observait le plateau avec le même calme imperturbable. Aucun signe de tromperie, seulement la concentration pure et totale d'une véritable joueuse. L'accusation mourut dans sa gorge, étranglée par son absurdité. La vérité était plus effrayante encore. Elle était simplement meilleure. Près du mur, M. Aubert se pencha vers un autre membre et murmura d'une voix empreinte de respect. « Tu vois ce qu'elle a fait? Regarde le fou de Morel, en C8, prisonnier, sans case, et ses tours sont coupées l'une de l'autre. Elle n'a lancé aucune attaque brillante, mais elle lui a méthodiquement enlevé toutes ses pièces, ses espoirs, ses illusions. C'est comme voir un serpent constricteur étouffer lentement sa proie. C'est d'une beauté dévastatrice. » Contre le mur, Suzanne demeurait immobile, plumeau oublié dans sa main. Sa peur avait disparu, remplacée par une fierté si forte qu'elle en avait le vertige. Elle se souvenait d'un après-midi, des années plus tôt, quand Claire avait 6 ans. Son grand-père, le général Marc-André Lefebvre, avait installé l'ancien échiquier en bois et montré à la petite une énigme complexe de fin de partie. Pendant 1 heure, ils étaient restés là, silencieux, à contempler les pièces. Puis, sans un mot, Claire avait avancé un seul coup. Parfait. Le général s'était penché en arrière, un lent sourire éclairant son visage buriné. Il avait regardé Suzanne et dit « Celle-là, Suzy, elle ne joue pas seulement la partie, elle en comprend l'âme. Elle a la patience pour la longue guerre. » À l'époque, Suzanne n'avait pas saisi. Maintenant, elle comprenait. Elle regardait sa fille livrer cette longue guerre et la gagner. Sur l'échiquier, Morel commençait à transpirer. Une goutte glissa le long de sa tempe. Il se retint de l'essuyer, sachant que ce geste trahirait sa lutte.
Il devait agir. Il ne pouvait pas rester là, lentement étranglé, impuissant. Sa réputation reposait sur des feux d'artifice tactiques et audacieux. Il devait compliquer la position, semer le chaos, car dans le chaos, un joueur plus faible pouvait commettre une erreur. Alors Morel avança un pion, un gambit désespéré, sacrifiant une part de sa défense dans l'espoir d'ouvrir une ligne d'attaque contre le roi de Clerc. C'était un coup bruyant, agressif et profondément vicié, mais aux yeux non avertis, il paraissait puissant. La salle frémit. Les spectateurs crurent y sentir un renversement. Peut-être le grand maître révélait-il enfin sa vraie force. Monsieur Aubert, lui, blêmit. « Oh non, murmura-t-il. C'est un acte de désespoir. Elle l'a poussé à se découvrir. C'est un piège. » Claire regarda le plateau à peine 10 secondes. Elle avait anticipé ce coup 3 mouvements plus tôt. Son arrière-grand-père le lui avait enseigné. Quand ton ennemi est désespéré, il te tend une épée. N'aie pas peur de la saisir. Mais elle ne mordit pas à l'hameçon. Elle ignora le pion offert et joua un coup tranquille, d'un calme presque provoquant. Elle fit glisser son roi de G1 à H2. Ce simple pas de côté rendit toute l'attaque adverse inoffensive avant même qu'elle ne débute. Elle refusait le tumulte qu'il essayait d'imposer. Elle suivait son plan. Le public ne comprit pas, mais Morel, lui, comprit. Ce n'était pas seulement qu'elle avait vu sa menace, elle l'avait jugée insignifiante. Elle avait regardé son assaut désespéré et, avec un calme glacial, refermé la porte. Tout l'édifice de sa confiance, le cœur même de son identité d'attaquant brillant, se fissura. Une bouffée de honte le submergea. Il recevait une leçon, non devant quelques élèves, mais face aux hommes les plus puissants de la ville. Son esprit commença à se déliter. Il ne pensait plus à gagner, mais à survivre, à éviter une défaite humiliante. Il leva les yeux vers sa petite adversaire. Qui est-elle? D'où lui vient cette compréhension impossible? Aucun enfant ne pouvait posséder une telle intuition positionnelle. Ce n'était pas un savoir appris dans un livre, c'était la sagesse d'une vie entière, condensée dans un corps de 10 ans. Désormais, il ne menait plus la bataille, il la subissait. Contrainte à défendre, chaque coup devenait plus passif que le précédent. Les pièces de Claire gagnaient de l'espace, du pouvoir, du contrôle. Ses cavaliers trouvaient des avant-postes parfaits. Ses tours dominaient les colonnes ouvertes et sa dame régnait sur le plateau comme une souveraine silencieuse prête à frapper. La position était irrémédiablement en sa faveur. La question n'était plus si elle allait gagner, mais comment. Les membres du cercle d'échecs de Saint-Germain restaient figés. Cigares et verres de cognac oubliés, ils contemplaient un chef-d'œuvre naissant, non celui du grand maître qu'ils étaient venus admirer, mais celui de la fille silencieuse de la femme de ménage. Morel savait qu'il devait abandonner. Un joueur de son rang reconnaît une position perdue et tend la main. Mais sa fierté blessée l'en empêchait. Il voulait qu'elle le mate, espérant, en vain, un miracle. Claire, elle, resta immobile, le regard fixé sur le plateau. La combinaison finale, cette séquence parfaite et logique qui devait conclure la partie, lui était apparue depuis longtemps. C'était comme une constellation. Une fois qu'on la voit, on ne peut plus l'oublier. Elle entendit la voix de son arrière-grand-père dans sa mémoire. Quand le moment vient, frappe avec décision, sans hésitation, sans pitié. C'est ainsi qu'on honore le jeu et l'adversaire. Elle prit sa dame. La salle retint son souffle. C'était le moment, l'apogée de cette bataille silencieuse. Le cœur de Morel battait violemment. Il vit la menace, un sacrifice d'une complexité vertigineuse, digne des plus grands champions. Non, elle ne peut pas l'avoir calculé, pensa-t-il,
terrifiée. C'était une combinaison si profonde qu'elle touchait à l'art. Claire leva la pièce, croisa son regard. Il n'y lut ni triomphe, ni moquerie, seulement une pitié calme et silencieuse. Puis, elle posa sa dame en H6. Le coup frappa le plateau comme un coup de tonnerre. C'était un sacrifice. Elle offrait sa pièce la plus puissante pour, en apparence, rien en retour. Un souffle parcourut la salle. La fillette avait-elle enfin cédé à la pression? Avait-elle commis une erreur catastrophique? Morel fixa l'échiquier, le cerveau engourdi par la fatigue et la peur. Il tenta de calculer. S'il prenait la dame, son pion en G5 serait cloué. Sa tour ne pourrait plus défendre, et la sienne à elle glisserait sur la colonne H. Son roi se retrouverait piégé dans une cage qu'il avait lui-même bâtie. Ce n'était pas une erreur. C'était du génie. Le coup le plus beau, le plus profond qu'on ait jamais joué contre lui. Il suivit mentalement la séquence, les mains tremblantes. Tour en H8, échec. Le roi forcé en G7. Cavalier en F5, échec. Roi en H7. Tour prend en H7, échec et mat. Parfait, inarrêtable. D'une logique pure et implacable. Monsieur Aubert laissa échapper un sifflement admiratif. « Mon Dieu !» murmura-t-il à son voisin. « C'est le genre de coup dont on écrit des livres. C'est immortel. » Julien Morel contempla la position. Il regarda la dame sacrifiée, symbole éclatant de sa domination absolue. Puis son propre roi, acculé, impuissant. Il s'était trompé sur toute la ligne. Il croyait que les échecs étaient une affaire d'agression, d'intellect, de démonstration de supériorité. Mais cet enfant lui avait montré autre chose. Elle n'avait pas cherché à l'écraser. Elle n'avait pas triomphé. Elle avait simplement joué la vérité du jeu. Elle avait créé de l'art. Il observa le plateau une dernière fois, gravant l'image dans sa mémoire. Puis, lentement, il avança la main et renversa son roi. Le léger clic de la pièce d'ivoire, tombant sur le bois, fut le son le plus fort que le cercle d'échecs de Saint-Germain eût jamais entendu. « Je déclare forfait », dit Julien Morel. Sa voix, étranglée, n'était plus qu'une coquille vide, vidée de toute arrogance. Les mots restèrent suspendus dans l'air, étouffés par le silence. Le grand maître, symbole de la suprématie intellectuelle du club, venait d'être vaincu. Non seulement battu, mais surpassé, effacé, transcendé par une enfant de 10 ans, dont ils ignoraient encore l'existence une heure plus tôt. Claire tendit sa petite main au-dessus du plateau. « Bonne partie », dit-elle, de cette même voix douce et stable qui l'avait accompagnée toute la soirée. Morel fixa cette main tendue. La serrer fut sans doute le geste le plus difficile de sa vie. Ses doigts se refermèrent enfin sur les siens. Son visage s'enflamma d'une honte si profonde qu'elle lui donna la nausée. « Qui es-tu » résonna-t-il dans le vide de son esprit en ruine. Un long instant, le monde retint son souffle. Le seul bruit perceptible fut le cliquetis discret du roi renversé sur le bois de rose. Puis le silence se rompit, non par des applaudissements, mais par un soupir collectif, comme si 50 hommes venaient d'assister à un miracle et se rappelaient seulement comment respirer. Les membres du cercle fixaient la fillette, le visage traversé d'émerveillement, de confusion et d'une honte nouvelle. Tout ce qu'ils croyaient savoir sur le monde, sur leur place dans ce monde, venait d'être renversé. Ces hommes vivaient dans les absolus, les chiffres des bilans, les lignes nettes du pouvoir et de l'influence. Ils croyaient que le talent s'achetait, que le génie était un privilège de naissance. Or, la vérité qu'ils venaient de voir était plus radicale. Le génie peut naître n'importe où, même chez une petite fille silencieuse, aux cheveux blonds, fille de celles qui nettoyaient leur table et vidaient leur cendrier. Julien Morel resta figé sur sa chaise, le regard rivé sur son roi renversé. Les motifs complexes du jeu,
La beauté mortelle de sa défaite défilait dans son esprit en boucle. Il avait été si sûr de lui, si enfermé dans le cocon de ses titres et de sa réputation, qu'il en était devenu aveugle. Il avait vu en Claire un accessoire, une figurante représentant ce peuple qu'il méprisait. Il n'avait pas vu la personne, il n'avait pas vu l'esprit. Et cette cécité avait signé sa perte. L'humiliation pesait dans son ventre comme une pierre froide. Ce n'était pas qu'il avait perdu une partie. Il avait perdu une part de lui-même. Le grand maître intouchable Julien Morel était mort sur cette chaise. Et celui qui restait ne savait pas encore qui il était. Suzanne accourut, le cœur battant, à rompre sa poitrine. Elle s'agenouilla près de la chaise de sa fille, les mains tremblantes, incertaine de devoir la serrer dans ses bras ou la protéger des regards. « Claire, ma chérie, tu vas bien ?» murmura-t-elle. Claire glissa hors du grand fauteuil de cuir. Ses pieds touchèrent enfin le sol de marbre. Elle leva les yeux vers sa mère, et pour la première fois de la soirée, un petit sourire d'enfant éclaira son visage. « Je vais bien, maman. » Elle fit une pause, puis ajouta simplement « C'était une belle partie. » La simplicité de la phrase en devint presque comique, tant elle contrastait avec la grandeur du moment. C'était comme voir un soldat quitter un champ de bataille historique en disant « Eh bien, quel après-midi chargé !» Ce fut M. Aubert qui rompit enfin le charme qui tenait la salle suspendue. C'était un vieil homme aux yeux bienveillants, un vrai passionné d'échecs dont l'amour du jeu dépassait le snobisme du club. Il s'avança, le visage empreint d'un profond respect. Il ne s'adressa ni au grand maître des faits, ni à la foule encore stupéfaite. Il parla directement à Claire. « Mademoiselle, je suis membre de ce club depuis 40 ans. J'y ai vu s'asseoir certains des plus grands joueurs du monde. Mais je n'ai jamais assisté à une partie comme celle que vous venez de jouer. Ce n'était pas seulement de la compétence, c'était de l'art. » Puis il tourna son regard vers Suzanne, les yeux pleins d'une curiosité respectueuse. « Madame, pardonnez mon indiscrétion, mais où donc votre fille a-t-elle appris à jouer ainsi? Aucun professeur, aucune école ne peut enseigner une telle compréhension. C'est une sagesse de toute une vie dans les mouvements d'un enfant. » Suzanne se redressa, gardant Claire tout contre elle. La peur d'autrefois avait disparu, remplacée par une fierté farouche et protectrice. Elle n'était plus la domestique invisible. Elle était la mère de la fille qui avait humilié le grand maître. Elle regarda les visages autour d'elle, ceux-là même qui ne l'avaient jamais vraiment vue, et soutint leurs regards sans ciller. « Elle a été formée par son arrière-grand-père », dit Suzanne d'une voix claire et assurée. « Son arrière-grand-père » répéta M. Aubert, intrigué. « Était-il joueur d'échecs? Membre d'un autre club, peut-être ?» Un sourire triste et tendre effleura les lèvres de Suzanne. « Non, monsieur, il n'appartenait à aucun club dont vous auriez entendu parler. Il s'appelait le général Marc-André Lefebvre. » Le nom tomba dans la salle, d'abord sans écho. Ces financiers et industriels connaissaient l'histoire des marchés, pas celle des batailles. Mais au fond, un vieil homme, ancien militaire, eut un sursaut. Le général Lefebvre, vous voulez dire le général Lefebvre, le main de fer de la campagne d'Ardennes? Lui-même, répondit fièrement Suzanne. Un murmure parcourut la salle, se propageant comme une onde. Le nom, désormais reconnu, imposa le silence respectueux. Le général Lefebvre était une légende, un stratège visionnaire, célèbre pour ses tactiques brillantes et non conventionnelles lors des batailles les plus difficiles du siècle précédent. On louait son calme sous le feu, sa capacité à percevoir le champ de bataille dans son ensemble, et son génie à transformer une position désespérée en victoire décisive. Ces stratégies étaient encore étudiées dans les académies militaires.
Les yeux de M. Aubert s'écarquillèrent de compréhension. Il regarda Suzanne, puis Claire, et tout prit soudain sens. Ce calme, cette patience, cette compréhension positionnelle, ce refus du chaos, cette vision à long terme. Tout y était. Claire n'avait pas joué une simple partie d'échecs. Elle avait dirigé une armée. Il lui a tout enseigné, poursuivit Suzanne, la voix vibrante d'émotion. Il disait que l'échiquier est le meilleur terrain d'entraînement pour l'esprit. Il ne lui a pas appris des ouvertures ou des lignes par cœur. Il lui a appris des principes. Il lui a appris à penser. Il reconstituait de grandes batailles sur le plateau, Austerlitz, Gettysburg, et la faisait les rejouer. Il lui a parlé du contrôle du centre, des lignes de ravitaillement, de la psychologie d'un ennemi acculé. Il lui a appris que le meilleur moyen de vaincre un adversaire, c'est de lui retirer tout espoir, coup après coup. Alors la foule comprit. Elle ne regardait pas seulement un prodige, elle contemplait un héritage. L'esprit d'un stratège légendaire revivait dans son arrière-petite-fille. Le petit jeu d'échecs en plastique, le vieux livre de stratégie, tout prenait sens. Elle avait reçu une éducation plus profonde que n'importe quel enseignement payé à prix d'or. Elle avait été formée par l'histoire elle-même. Julien Morel releva enfin les yeux de l'échiquier. Il avait tout entendu. La révélation ne lui apporta aucun réconfort. Ce fut le coup de grâce, porté à son orgueil. Il n'avait pas été vaincu seulement par une enfant, mais par le poids de l'histoire, par une tradition stratégique plus ancienne et plus vraie que ses éclairs tactiques de tournoi. Il s'était présenté armé d'un fleuret, rapide, brillant, superficiel, et s'était retrouvé face à une force lente, glaciale, irrésistible, celle d'un glacier. Il se leva, raide, les gestes maladroits, puis s'avança vers Claire, le visage pâle, les yeux creusés par la défaite. Il se tenait devant elle, le grand homme, impeccablement vêtu, face à la petite fille en robe simple. Toute la salle retenait son souffle, attendant de voir ce qu'il ferait. Allait-il se justifier, éclater de colère, tenter de sauver un reste d'orgueil? Mais toute arrogance avait été consumée. Il ne restait plus que la vérité nue et humiliante de son insuffisance. « Général Lefebvre, murmura-t-il d'une voix brisée. J'ai étudié ses campagnes à l'université. Son livre, Principes de stratégie, je l'ai lu des dizaines de fois. » Il regarda Claire, et pour la première fois, il la vit vraiment. L'intelligence, l'histoire, la force tranquille qui habitait ses yeux bleus. C'était un génie, et vous aussi. Alors, il fit quelque chose qu'aucun membre du cercle d'échecs de Saint-Germain ne l'avait jamais vu faire. Il s'inclina. Pas une révérence, ironique ou théâtrale, mais une inclinaison lente, sincère, un salut d'un roi vaincu à une reine légitime. « Vous m'avez donné ce soir une leçon que je n'oublierai jamais, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Je croyais que ce jeu consistait à être le plus intelligent de la pièce. Vous m'avez montré qu'il s'agit de voir la vérité. Merci. » Claire hocha simplement la tête, acceptant sa reddition avec la dignité calme de celle qui comprend la victoire mieux que son adversaire. Le charme fut enfin rompu. Les membres commencèrent à parler, leur voix basse empreinte d'humilité. Ils regardèrent leur jeu d'échecs coûteux, leur verre de cognac, la salle luxueuse qui les avait toujours fait se sentir importants. Et pour la première fois, tout cela leur parut creux. Ils avaient célébré le prix du jeu, pas sa valeur. Ils avaient adoré les symboles de l'intelligence, non l'intelligence elle-même. Monsieur Aubert s'avança de nouveau, un sourire bienveillant aux lèvres. « Madame, dit-il à Suzanne, au nom du cercle d'échecs de Saint-Germain, je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères et les plus profondes pour le manque de respect que vous et votre fille avez subi ce soir. » Puis il se tourna vers les autres membres.
je crois que nous venons tous de recevoir une belle leçon d'humilité. Peut-être est-il temps de nous souvenir que les échecs appartiennent à tous, pas seulement à ceux qui peuvent se payer l'adhésion à ce club. Son regard revint vers Claire, pétillant d'une lueur d'espoir. Mademoiselle, nous serions honorés, profondément honorés, si vous acceptiez de devenir membre de ce club, en tant qu'invité bien sûr, à vie. Suzanne se tourna vers sa fille, prête à décliner poliment. Ce n'était pas leur monde. Elle n'y appartenait pas, mais Claire regarda autour d'elle, les tables sculptées, les magnifiques jeux d'échecs, les hommes qui la contemplaient désormais, non plus avec condescendance, mais avec admiration. « Est-ce que je pourrais quand même jouer avec mon propre jeu à la maison ?» demanda-t-elle à M. Aubert. Celui-ci éclata d'un rire doux et bienveillant. « Bien sûr, ma chère, tu peux faire tout ce que tu veux. » Claire réfléchit un instant, puis acquiesça. « D'accord, mais à une condition. »« Tout ce que tu voudras, » répondit M. Aubert avec empressement. « Tout le monde doit être gentil avec ma maman, » dit-elle en regardant droit la femme, qui, plus tôt, avait tenu des propos cruels sur le personnel. Le visage de celle-ci vira au rouge vif. Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes. Elle serra sa fille contre elle, enfouissant son visage dans ses cheveux blonds. À cet instant, elle fut plus fière qu'elle ne l'avait jamais été. Non pas parce que sa fille avait gagné une partie d'échecs, mais parce qu'au cœur d'une victoire qui bouleversait le monde, sa première pensée avait été de protéger sa mère. Ainsi s'acheva la soirée au cercle d'échecs de Saint-Germain. Elle avait commencé dans l'arrogance et se terminait dans l'humilité. On en parlerait encore des années plus tard, la nuit où la fille d'une domestique, arrière-petite-fille d'un général légendaire, s'assit et réécrivit tranquillement toutes les règles. Quand Suzanne et Claire rentrèrent chez elles, main dans la main, les rues de Paris étaient calmes. L'air frais de la nuit paraissait pur et neuf. Suzanne regarda sa fille, dont la petite main tiède reposait dans la sienne. Le monde avait voulu les enfermer dans une boîte invisible, mais ce soir, Claire avait prouvé qu'aucune boîte n'était assez solide pour contenir un esprit qui savait comment gagner une guerre. La partie était terminée, mais la victoire, une victoire silencieuse, belle et transformatrice, ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, le cercle d'échecs de Saint-Germain avait changé. L'odeur du cuir ancien et du cognac coûteux flottait toujours, mais elle se mêlait désormais à un parfum nouveau, celui, doux, de la limonade et des biscuits fraîchement cuits. Le silence révérencieux de la grande salle était souvent brisé par les rires clairs d'enfants. Les anciens membres s'asseyaient toujours aux tables sculptées, mais leurs conversations n'étaient plus les mêmes. La veille encore, on avait aperçu M. Aubert expliquer patiemment à une fillette de 7 ans, venue d'une école publique, le concept d'une fourchette. Son visage s'illuminait d'une joie qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Les conversations des membres parlaient désormais moins de portefeuilles boursiers et davantage de la subtilité d'une défense sicilienne ou de la beauté d'une finale bien menée. L'âme du club, autrefois froide et dure comme le marbre du sol, avait commencé à s'adoucir. Au centre de cette révolution tranquille se trouvait Claire. Elle n'était plus la petite fille cachée dans une alcôve. Elle était devenue le cœur du club. 2 fois par semaine, après l'école, elle arrivait, son exemplaire usé des principes de stratégie serré sous le bras. Les membres, ces hommes qui dirigèrent des conseils d'administration et orientèrent des marchés mondiaux, la saluaient désormais avec un respect et une affection presque révérencieuse. Ils l'appelaient leur petit général. Le club avait créé la bourse Claire Lefebvre pour jeunes stratèges, un fonds destiné à soutenir les enfants passionnés d'échecs, quel que soit de leur milieu. L'ancien bastion de l'exclusivité cherchait désormais activement le talent là où il n'avait jamais pris la peine de le chercher auparavant. Suzanne Lefebvre ne portait plus d'uniforme de femme de ménage.
Elle était devenue directrice du programme jeunesse, un poste que le conseil avait créé spécialement pour elle. Elle traversait désormais la salle, non plus comme une ombre, mais comme une responsable respectée, la voix calme et assurée, organisant les emplois du temps et discutant avec les parents. Elle éprouvait une joie particulière à rassurer les mères et pères venus de milieux modestes. Votre enfant a autant sa place ici que n'importe qui. La peur qui l'avait si longtemps habitée s'était évanouie, remplacée par une paix profonde et inébranlable. Parfois, elle s'arrêtait pour observer sa fille, entourée d'une foule d'hommes âgés buvant ses paroles, et une vague de bonheur pur la submergeait. Son grand-père avait eu raison. L'échiquier ne se souciait pas de qui vous étiez. Et désormais, cette salle non plus. Mais le changement le plus profond se voyait chez celui qui avait tout déclenché. Julien Morel était toujours grand maître, mais l'arrogance avait disparu, remplacée par une humilité tranquille et réfléchie. Il était devenu le plus dévoué des élèves de Claire. Chaque samedi matin, il se retrouvait au club. Pas à la grande table de démonstration, mais à une petite table en bois, simple, dans un coin paisible. Entre eux, pas de jeu de collection incrusté d'ivoire. Seulement un jeu en bois poli, usé par le temps, cadeau de M. Aubert, une réplique de celui de son arrière-grand-père. « Il attaque sur le flanc », dit un matin Julien, en désignant une position sur l'échiquier. Il analysait l'une de ses propres parties d'autrefois, une victoire éclatante de sa jeunesse arrogante. Je croyais être brillant, agressif, irrésistible. Claire observa le plateau, le menton posé sur sa petite main. « Vous l'étiez, dit-elle doucement, mais vous avez laissé votre roi tout seul. Vos soldats livrent bataille au loin, mais ils ont oublié de protéger leur foyer. » Elle fit avancer un pion noir d'une case, un mouvement minuscule, discret. Ce petit pion, c'est le début du contre-attaque. Pendant que vous êtes occupé à être brillant ici, tout votre royaume s'écroule là-bas, de l'intérieur. Julien contempla le coup, abasourdi. Il ne l'avait jamais vu lors de la partie originale. Trop absorbé par ses combinaisons étincelantes, trop épris du son de sa propre attaque. Mais elle avait raison. Ce petit coup de pion était la clé, le commencement d'un effondrement subtil et inévitable. C'était le genre de coup qu'elle lui avait joué ce soir-là. J'ai passé ma vie à vouloir être le joueur le plus astucieux, murmura-t-il, les yeux emplis d'admiration. Je n'avais jamais compris qu'il fallait surtout être le plus sage. Mon arrière-grand-père disait qu'une attaque bruyante, c'est pour le spectacle, répondit Claire, son regard bleu rêveur. Un plan silencieux, c'est pour la victoire. Julien Morel sourit, un sourire sincère, humble, qui transforma tout son visage. Ton arrière-grand-père était un homme très intelligent. Il l'était, acquiesça Claire, le regard tendre. Mais il disait aussi que la chose la plus importante qu'il ait jamais apprise venait d'une erreur commise lors de sa première bataille. Julien se pencha, avide de connaître la suite. Quelle erreur! Jeune lieutenant, il était si sûr de sa stratégie qu'il n'a pas écouté l'avertissement d'un paysan qui connaissait le terrain, expliqua Claire. Il pensait savoir mieux que lui. Son unité est tombée dans une embuscade et il a perdu de bons hommes. Ce jour-là, il a compris que la véritable intelligence ne consiste pas à tout savoir, mais à être assez humble pour écouter celui qui sait, quel qu'il soit. Elle le regarda droit dans les yeux, le regard ferme et apaisé. Il disait toujours « Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, surtout si c'est une petite fille. » Julien éclata de rire, un vrai rire, sincère et libérateur, qui résonna dans la pièce silencieuse. C'était le rire d'un homme qui avait tout perdu de ce qu'il croyait essentiel, pour découvrir à la place quelque chose de bien plus précieux. Il leva les yeux vers l'échiquier en bois, simple et usé,
et regarda la fillette de 10 ans, qui était devenue sa plus grande enseignante. La partie entre eux n'avait plus rien à voir avec la victoire ou la défaite. Elle était devenue une leçon d'humilité, de respect et de ce voyage silencieux, beau et infiniment profond que l'on fait à travers 64 cases. Et pour la première fois de sa vie, Julien Morel comprit que c'était là la seule victoire qui ait jamais vraiment compté. Et c'est ici que s'achève notre histoire. Qu'avez-vous pensé de ce voyage? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable ou découvert un sens caché dans un endroit inattendu? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous faisiez en écoutant cette histoire. Peut-être vous détendiez-vous après le travail en conduisant de nuit ou simplement en cherchant un moment de calme. J'aime sincèrement lire vos propres récits. Et si vous souhaitez que nos chemins se croisent à nouveau, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Cela fait une vraie différence. Il reste tant d'histoires inspirantes à raconter. Dites-moi, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Souvenez-vous, les gens autour de nous portent souvent des dons extraordinaires que l'on ne soupçonne pas. Parfois, il suffit simplement que quelqu'un croie en eux. À la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert aux petites surprises de la vie. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi.